Souleymane Niang. Comme annoncé par le chef de l'État lors de son adresse à la nation la nuit dernière, l'état d'urgence assorti de couvre-feu sera levé ce soir à 23h. Après 3 mois de restrictions, les Sénégalais se préparent à reprendre leur vie normale et à profiter de leur liberté retrouvée. Comment certains d'entre nous vont-ils passer cette première nuit en quartier libre? Réponse à Pikine dans ce reportage de notre correspondant sur place, Salif Sow. Un sourire, puis un programme. mel ni fu mu doon ñëpp kontaan nañu de. loo ci programme bara dessus ak monsieur wala. waaw ak monsieur dañuy génne doxantu xam nga dafa tàng. waaw daa def suñu olof rek wër tefes gi rek continuer ko noonu rek. Une ancienne habitude retrouvée, un ouf de soulagement chez Cheikh. Ça va nous permettre de faire du thé entre amis à partir de 23h et de se relaxer. Mais aussi ça va nous permettre pendant la nuit d'aller en place se promener pour changer, pour avoir un peu de l'air. Un autre jeune homme, Cusco, comme il aime se faire appeler, prépare du thé ce matin. tey 23h wax dëgg fa neexal sama programmation moom mooy xam nga rek sangu ba naaj benn heure am seet sama waaw jàpp sàcc yi moom dëgg fa neexal na laa ko dundee moom. jàpp sàcc yi. waaw sama sooy. Par contre, la fin du couvre-feu ne change en rien aux habitudes de Dali et de Ndeye Anta. J'ai pas de programme. Moi, d'habitude, je restais à la maison. À 23h, je restais à la maison. Donc, ça ne change rien. nekk na 23h na ñëpp dellu ci li nekkoon liggéey bi ñu daan ko ak heure mais nañ xam ne nag feebar baa ngi fi dañoo war a jànkuwanteel moom dund ak moom kon donc dañoo war suñuy mesures. Officiellement, c'est fini dans un contexte de propagation du virus. ok jaajëfal. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Les citoyens sénégalais ont des avis partagés sur la décision de lever donc les mesures restrictives. Toutefois, tous s'accordent sur la nécessité de rester vigilants et de respecter les gestes barrières. C'est un reportage d'Oumou Kalsoum Ly. Ils sont en pleine discussion devant la maison. Le principal sujet porte sur la levée de l'état d'urgence. Un débat très soutenu. Pour Habib Dia, le plus inquiétant reste le nombre de contaminations à la COVID-19 qui grimpe de jour en jour. Je pense que le couvre-feu était bénéfique car il permettait au moins de limiter la circulation des gens. Avec les cas qui augmentent de jour en jour, je ne pense pas que lever le couvre-feu est la meilleure solution. À mon avis, les autorités ne devaient pas céder à la pression populaire. Même constat pour Mamoudou Diallo qui déplore le comportement des jeunes qui ne respectent plus les gestes barrières. Si on respecte les barrières et tout, et on essaie d'adopter les bons comportements et tout ça, on peut s'en sortir. Donc voilà, mais franchement, je vous cache pas, je suis grave mitigé, je suis partagé parce que sachant que la jeunesse sénégalaise est inconsciente, limite indisciplinée. Après 3 mois d'état d'urgence et de couvre-feu, le président de la République décide enfin de lever ses restrictions. Pour Babacar Badji, cette décision est incompréhensible puisque la maladie sévit toujours. Je trouve que le couvre-feu n'avait pas lieu d'être. Donc là, on met le Sénégal devant le fait accompli. Donc c'est comme si la maladie se transmettait que la nuit et le jour. Donc quand tu sors dans la rue, dans les marchés, c'était du n'importe quoi. Avec cette propagation rapide de la COVID-19, certains Sénégalais restent sceptiques face à l'importance de la levée de l'état d'urgence. Un autre débat qui s'installe dans un contexte de pandémie et de reprise des activités. Autre réaction, celle du collectif des Sénégalais de la diaspora bloquée qui se réjouit de la reprise du trafic aérien à partir du 15 juillet prochain. Cependant, les membres de cette structure pensent que la réouverture des frontières aurait pu intervenir dès le 1er juillet. Ces compatriotes qui sont au nombre de 300 à 400 espèrent une réouverture de l'espace Schengen d'ici la date du 15 juillet. Le président du collectif des Sénégalais de la diaspora bloqué, Cher Sourang, est au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. On attend beaucoup la réouverture des frontières parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont bloqués, faute des moyens, qui n'ont pas pu venir pour les vols de rapatriement. Donc, si on réouvre les frontières, c'est une grande satisfaction pour nous, les Sénégalais qui voyagent et pour les Sénégalais qui sont bloqués aussi. Et il y a aussi des Sénégalais qui sont actuellement ici pour rejoindre leur pays et qui sont bloqués en même temps. On pensait que la réouverture se fera le 1er juillet. On pensait que le 1er juillet, ce sera la bonne date. Parce qu'actuellement, comme l'a dit le président de la République, le virus est là. Et donc aussi, on continue de bloquer les gens. Et c'est trop compliqué. Et le virus là, comme on est habitué de vivre avec le virus, donc
prendre les mesures barrières. Nous avons une plateforme qui regroupe tous les Sénégalais bloqués. En Grèce, il y a à peu près 150 personnes qui sont bloquées. Au Brésil, il y en a à peu près une cinquantaine qui sont bloquées ici à Dakar. En Argentine aussi, il y a une vingtaine. Donc, il y en a beaucoup. On peut dire qu'il y a 300, 400 personnes qui sont bloquées ici à Dakar que nous avons recensé. Donc, c'est un peu compliqué, mais comme le 15, c'est dans 2 semaines, on espère bien que l'espace Schengen en même temps ouvre ses frontières et que les gens peuvent voyager librement. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Revenons sur la principale annonce faite par le chef de l'État dans son adresse à la nation hier soir. Qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui ne va pas changer après la levée de l'état d'urgence? Plusieurs restrictions levées, mais le porte-parole, le port du masque, reste une obligation. Georges Détié-Diop. Libre cours maintenant aux personnes de se retrouver sur les terrains de football des quartiers. Plus aucune interdiction non plus de se retrouver sur les plages pour une partie de baignade, par exemple. Tout le contraire des lieux de loisirs fermés comme les bars et dancing. Le chef de l'État a précisé dans son discours qu'ils sont interdits d'ouvrir. Des lieux dans lesquels l'affluence est plus importante la nuit. À cette heure, les populations sont maintenant libres de tout mouvement. Le couvre-feu étant levé. Seulement du côté du ministère de l'Intérieur, même si l'on renvoie la balle au département des transports en réunion à l'instant, l'on signale que les dispositions prises dans le secteur du transport urbain et interurbain sont encore en vigueur. Le port obligatoire du masque, la distanciation physique, l'existence de manifestes pour tous les départs dans les gares routières comme les beaux maraîchers. Le port obligatoire du masque justement dans les lieux publics, le ministre de l'Intérieur confie que les forces de l'ordre seront beaucoup plus intransigeants. Et puis, les rassemblements favorisent la propagation du virus. Pour autant, ils ne seront pas interdits, mais les autorités entendent veiller au respect strict des gestes barrières. Là-dessus, voici le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. C'est peut-être ma première sortie depuis que j'ai fini la 14e, qui avait coïncidé à certains événements, dont le rappel à Dieu de mon assistant, donc des condoléances à sa famille. Nous avons également connu d'autres événements tels que le rappel à Dieu de Pape Malick Sy et Elhadji Ahmed Tidiane Seck, Khalif de Thiénaba également. Donc je présente mes condoléances à toute la Oumma islamique. Après donc 3 mois de couvre-feu, le président de la République hier dans son message a demandé donc la levée de l'état d'urgence à partir d'aujourd'hui à 23h. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions. Nous étions en train de prendre des mesures d'assouplissement, ce qu'on faisait progressivement. Et nous considérons peut-être qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement à l'étape ultime. En tant que ministre de l'Intérieur, nous avons l'essentiel des mesures restrictives qui nous restent à faire. Pour l'essentiel, seront des mesures prises par les autorités administratives, les préfets et gouverneurs. Peut-être que s'il y a une mesure de portée générale, le ministère de l'Intérieur pourrait la prendre. On avait déjà levé les restrictions sur les rassemblements. On avait déjà levé pratiquement en tout cas les restrictions sur les rassemblements. Et maintenant, comme j'ai dit, dans cette affaire, je pense que chacun d'entre nous doit savoir qu'il a un rôle à jouer. Nous, on ne peut pas aussi mettre la police derrière chaque individu. Aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prend ses responsabilités déjà. Nous allons quand même continuer à surveiller, notamment au niveau des grands rassemblements, le port de masque, au niveau des transports, le port de masque, parce que quand même, comme le président l'a dit hier, les gens doivent se protéger et protéger les autres. À 12h11, venons-en maintenant aux réactions sur les 2 mesures phares annoncées par le chef de l'État également, notamment le programme d'investissement dans le secteur de la santé et le programme de relance économique. D'abord sur la santé, le SAMES et And Gueusseum se prononcent au lendemain du discours du chef de l'État. Ils apprécient certes, mais jugent insuffisantes les mesures par rapport à leurs attentes. Ils insistent sur le recrutement du personnel médical et sur les moyens pour relever le plateau technique médical. Salimata Aou. Un discours apprécié par le syndicat autonome des médecins du Sénégal. Seulement, le président de la République, Macky Sall, n'a pas répondu à toutes les attentes. Docteur Moustapha Faye. Nous nous félicitons pour cela, mais néanmoins, il a annoncé un recrutement de 500 médecins sur 4 ans et 1000 paramédicaux, et nous jugeons cela insuffisant, dans la mesure où 4 nouveaux hôpitaux, grands hôpitaux seront construits. Ces hôpitaux peuvent simplement absorber cet effectif. Donc,
ce nombre est insuffisant. Si véritablement nous voulons renforcer notre système de santé, et il a également annoncé le renforcement du plateau technique, et c'est important. Mais je crois que c'est insuffisant encore. Pour le recrutement, Anne de Guessem veut qu'on se base sur certains critères pour éviter les frustrations. Malo Djatcha. Alors nous avions demandé au président de la République, à monsieur le président de la République, de procéder dans ce recrutement, de faire valoir en recrutant donc les critères d'éloignement et les critères d'ancienneté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en milieu éloigné, qui sont en brousse et qui ont plus de 2 ou 3 contrats, et qui sont dans la précarité et pour lesquels il fallait donc sécuriser l'emploi. Et M. le Président avait dit effectivement qu'on allait recruter 600 en respectant ces critères. Mais depuis lors, en janvier 2019 jusqu'à présent, donc si aujourd'hui il nous dit qu'il va recruter 1500, donc c'est tout bénef parce que le gap donc est extrêmement important. Pour les 2 syndicalistes, c'est un premier pas. Il espère tout de même que ces mesures soient effectives. Nous souhaiterions également que le secteur de la santé, le système de santé du Sénégal soit appuyé davantage pour relever le plateau technique, pour lui permettre également d'être résilient et pérenne face à ces pandémies. Et il s'agit de mettre à niveau les infrastructures qui ne sont pas aux normes. Et partant des infrastructures aussi, les équipements devaient être aux normes, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sans équipement pour faire donc de la disponibilité de services de qualité. Et il n'y a pas aussi d'infrastructures et d'équipements sans ressources humaines de qualité. Il fallait aussi combler les gaps en ressources humaines et les gaps en formation. Pour la levée des mesures, le SAMES est en phase avec le président de la République car l'économie ne doit pas être mise à genoux, mais il faut continuer à être rigoureux. Le chef de l'État qui a, je vous le rappelle, annoncé hier un plan national de relance économique basé sur l'agriculture. La réflexion est d'ailleurs déjà en cours selon le président Macky Sall. Cette stratégie peut être payante d'après des économistes. Ils estiment cependant qu'il faut moderniser l'agriculture sénégalaise. Suivons le dossier réalisé à ce sujet par Nafissatou Silla. La transformation agricole pour relancer l'économie, c'est bien possible selon Khadim Bamba Diagne, économiste, et il s'agit pour lui d'un levier important pour créer de l'emploi. Parce que c'est dans la transformation qu'on crée de l'emploi. L'emploi, c'est pas le domaine, c'est pas le monde agricole, c'est le monde industriel. Et donc l'industrie, c'est la transformation. Je vous donne un exemple très basique. On exporte des mangues, des goyaves, des papayes. Après, on importe du jus. Ce qui veut dire que l'État doit mettre en place des stratégies pour que tout ce qu'on produit chez nous, qu'on le transforme chez nous, qu'on le distribue chez nous et qu'on exporte le reste à l'étranger. C'est comme ça que les pays font. D'après l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Souleymane Keita, cette décision vient à point nommé et on doit en faire une priorité, mais aussi faire preuve d'innovation. Il faut maintenant mettre en place un plan de programme de valorisation maintenant de ces produits locaux. Il faut un plan global qui puisse permettre, n'est-ce pas, le développement, n'est-ce pas, de ces produits locaux. Maintenant, cela va partir, n'est-ce pas, de l'innovation, de la mécanisation et puis aussi de la formation, n'est-ce pas, des artisans et des personnels, n'est-ce pas, qui sont en charge de la transformation de ces produits locaux. Pour un pays où plus de 50% de la population sont des ruraux et où l'agriculture peine à décoller, il faut, selon Souleymane Keita, trouver des voies et moyens pour la redynamiser. Pour le parvenir, on ne pourra pas le faire dans un court terme, c'est impossible. C'est-à-dire le faire, c'est sacrifier effectivement ce secteur-là. Il faut bâtir un plan de développement assis sur plusieurs piliers. Et puis maintenant, le donner maintenant ce qu'on appelle les moyens financiers. C'est-à-dire adosser ça, c'est peut-être le plan que l'État va faire en construction. C'est-à-dire se faire un plan financier justement permettant à ce que ces personnes-là qui seront intéressées puissent avoir accès au financement nécessaire pour le développement, n'est-ce pas, de leur... Pour Khadim Bamba Diagne, il faut y croire puisqu'il s'agira d'industrialisation. Maintenant, il faudra dans un premier temps sauver l'agriculture de 2020 en termes de production d'arachide, de mil, de maïs, de tous les céréales, mais aussi de commencer à réfléchir. Si on fait 1 million de tonnes d'arachide, pourquoi penser simplement à vendre ça aux Chinois ou bien aux Turcs? Pourquoi on ne commence pas à penser à transformer ces produits-là? Pourquoi les Chinois ont besoin de cette arachide? Les Chinois ont besoin de cette arachide-là pour faire des céréales, pour nous vendre ces céréales-là à 2500 francs le 500 grammes. Donc il faudra quelque part que la réflexion accompagne la production agricole à ce que l'État soit extrêmement réactif, mais c'est pas simple. Jusque-là, l'agriculture sénégalaise est basée sur la saison des pluies et pour la mise en œuvre de cette politique de transformation agricole, nos experts insistent sur la modernisation de l'agriculture. RFM, la radio autrement.
Dans la vie des institutions de la République, la clôture ce 30 juin de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale jusqu'à l'ouverture de la prochaine session ordinaire dans la première quinzaine du mois d'octobre prochain. Les députés se réuniront en session extraordinaire, par exemple, sur la demande du président de la République. La loi d'habilitation prend fin officiellement le 2 juillet prochain. Le député Abdou Mbow révèle que les lois de rectification ont été déposées à l'Assemblée nationale pour leur examen. Il tire par ailleurs un bilan satisfaisant de la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui, je vous le rappelle, sera clôturée aujourd'hui, 30 juin. Écoutons le député Abdou Mbow interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Les ratifications vont être examinées par l'Assemblée nationale. C'est vrai que le dépôt a été fait légalement et nous, en tant que parlementaires, on a eu à faire quand même ce que la loi nous dicte, c'est-à-dire voter la loi d'habilitation qui habilite le président de la République à prendre des décisions du domaine de la loi, c'est-à-dire par ordonnance. Ce qui a été fait. Maintenant, nous, on attend l'examen dans le fond des ratifications pour voir s'il y a des amendements à faire et pour régulariser tout cela. Ce qui est important est que le dépôt a été fait légalement dans les délais et que le moment venu, nous examinerons tout cela pour voir exactement ce qui a été fait et la conformité de tout cela. Aujourd'hui, la session ordinaire va se fermer avec le débat d'orientation budgétaire. Après, nous allons fermer la session et éventuellement, on peut quand même avoir des sessions extraordinaires qui ne peuvent pas excéder, c'est vrai, 15 jours, mais s'il y a des urgences ici au niveau de l'Assemblée nationale et que si le président de la République aussi convoque une session extraordinaire, les députés seront là et les députés eux-mêmes peuvent aussi quand même convoquer une session extraordinaire mais qui ne peuvent pas dépasser 15 jours. Évoquons à présent l'affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, les commanditaires présumés devant le juge d'instruction après 2 ans et demi de détention préventive. En direct du tribunal de grande instance de Ziguinchor, nous sommes en ligne avec notre correspondant sur place, Lamine Ba. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Où en est-on de ces auditions ? Alors, René Capin-Bassène, l'un des cerveaux présumés du carnage de Boffa, est dans le bureau du juge d'instruction depuis 10 heures. Il est arrivé un peu plus tôt au niveau du tribunal de grande instance. Vous savez, c'est à son tour d'être auditionné par le magistrat instructeur dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Boffa qui avait fait 14 morts des exploitants forestiers, tous assassinés dans la forêt de Boffa Bayotte le 6 janvier 2018. Donc, René Capin-Bassène est donc dans le bureau du juge d'instruction, accompagné de son avocat, Maître Ciré Clédor-Ly. Donc les auditions, vous l'avez dit, Souleymane, vont se poursuivre parce qu'ils sont au moins une vingtaine d'individus qui doivent être entendus par le magistrat instructeur. Les auditions ont démarré depuis hier avec Omar Ampouy Bodian qui lui aussi a déjà été auditionné sur le fond du dossier hier. Donc ces auditions se poursuivent. Nous sommes au tribunal de grande instance de Ziguinchor. Nous attendons la sortie de l'avocat de René Capin-Bassène pour voir si on peut lui soutirer quelques mots par rapport à la tenue de ces auditions, Souleymane. Merci Lamine Ba, nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions. Et puis pour boucler ce journal, une note d'actualité sociale avec ces 10 organisations membres du collectif Doina et 5 collectifs Aquadev dégagent des communes rurales de Diourbel, Mbacké, Bambey, Thiès et Tivaouane donnent une conférence de presse à l'instant au sujet des problèmes d'approvisionnement en eau tant en ville que dans les zones rurales. Justement à ce sujet, pénurie d'eau à Ngolard dans la commune de Notodjobas et de plusieurs autres villages de la zone. Depuis quelques mois, les puits ont presque tari et les populations à bord de charrettes parcourent des kilomètres chaque jour à la recherche du liquide précieux. Les femmes de cette localité sont dans la souffrance et surtout en cette période de pandémie. Reportage, Cheikh Anta Diop. Ngolard, ce populeux village situé dans la commune de Notodjobas. Ici, les populations souffrent énormément. L'eau se fait rare. Les puits sont presque à sec. Amin Ndiaye, porte-parole des femmes de cette localité. De Kër Mori à Got en passant par Ndioukha, Sine, dans tous ces villages, il y a un manque d'eau criant. Vous avez vu comme nous sommes fatigués. Nous empruntons ces charrettes, parcourons 4 km pour aller chercher de l'eau.
Selon cette dame, les femmes du village parcourent chaque jour 3 à 4 kilomètres à la recherche du liquide précieux. Nous allons jusqu'à Sessène, Pachamasalou, Mbafay et tous les puits ont tari. Ce manque d'eau a entraîné des conséquences néfastes sur le vécu quotidien des populations de Ngolaar et villages environnants. Dans cette zone, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques. Ces femmes demandent l'érection d'un forage. Et la solution, c'est de construire un forage pour tous ces villages. Aujourd'hui, l'eau se fait rare à Ngolaar et villages environnants. C'est ce qui a motivé beaucoup de jeunes filles et garçons à prendre le chemin de l'exode rural. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Rebonjour Youssouf Bodian pour l'actualité internationale. On commence par la Mauritanie qui accueille un sommet du G5 Sahel. La réunion de Nouakchott se tient en présence du président français Emmanuel Macron. Il s'agira d'évaluer l'action sécuritaire conjointe menée contre les terroristes. Les dirigeants mauritaniens, tchadiens, nigériens, burkinabés et maliens avec donc le président français s'était rencontré à Pau, c'était en janvier dernier. 6 mois après, ils vont discuter des perspectives d'avenir. Pour plus d'efficacité, il faut davantage professionnaliser les armées et impliquer les populations. C'est ce que préconise un Mauritanien, ex-fonctionnaire de l'ONU, Ahmedou Abdellah, joint à Nouakchott par Mohamed Djoba. Visibles. Écoutez, si vous prenez individuellement, ils sont visibles. Les Tchadiens viennent d'opérer des actions militaires assez connues au bord du lac Tchad, qui viennent de nettoyer la partie qui le concerne. Les autres peuvent le faire, mais une fois de plus, il y a des problèmes structurels. Nos armées, pendant longtemps, n'ont pas eu le moyen d'avoir des entraînements réguliers. Or, il n'y a pas de force opérationnelle sans manœuvre régulière. Deuxièmement, il faut des financements. Troisièmement, il faut professionnaliser davantage les armées, pas le recrutement. Et au-delà de tout ça, il y a un problème qu'il ne faut pas oublier. C'est la population. Il faut que la population des G5 se sente concernée, qu'elle se sente protégée, qu'il y ait plus d'empathie, de sympathie vis-à-vis de ces populations. Au Niger, le ministre de l'Intérieur démissionne de son poste. Mohamed Bazoum sera le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle qui va se dérouler en décembre 2020. Son départ du gouvernement devrait lui permettre de mieux se préparer à la succession du président Mahamadou Issoufou qui termine son second mandat. Mohamed Bazoum devrait être en compétition avec l'opposant Amadou ou encore l'ex-chef de la junte militaire Salou Djibo. Le président de la République démocratique du Congo veut une meilleure gestion des ressources publiques. Il y a eu pendant 60 ans un pillage organisé des ressources publiques par la classe politique. Ce sont les mots du président Félix Tshisekedi qui s'est adressé à la nation congolaise à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Message diffusé donc hier soir par la télévision nationale de la RDC. Notre peuple a enduré les pires atrocités, crimes contre l'humanité et pillage de ses ressources. Aujourd'hui, 60 années plus tard, le devenir de la nation est toujours entre les mains d'une classe politique, toutes tendances confondues, qui demeure versatile et qui peine à arracher la nation du cercle vicieux de l'instabilité et de la pauvreté. Jugez vous-même de notre héritage commun 60 ans après. Alors que le revenu moyen par habitant était de $1000 américains en 1960, il est estimé à $400 américains aujourd'hui, en termes constants. Autrement dit, le Congolais moyen a perdu 60% de sa richesse au cours des 60 dernières années. Notre pays est paradoxalement aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du continent, alors qu'il fut l'un des plus riches il y a 60 ans. Notre réseau routier ne représente plus que 10% de ce qu'il était en 1960 et le réseau ferroviaire que 20%. J'appelle le gouvernement de la République à engager des réformes sur l'ensemble de la chaîne de la dépense, afin que nos ressources publiques soient désormais mieux préservées et mieux utilisées. Vous venez d'entendre Félix Tshisekedi, le président de la RDC, qui célèbre
commémore donc son 60e anniversaire. Pas de défilé ni de festivités prévues en RDC pour cause de coronavirus qui a fait plus de 150 morts dans la moitié des 26 provinces de la RDC. Il y a également une série de manifestations dans l'est du pays, Souleymane. Merci Youssouf Bodian. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec vous, Abdou Diouf Junior. Le coronavirus ne lâche pas le championnat anglais. Le doute plane sur la rencontre Leicester contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté prévue samedi prochain. En effet, la ville de Leicester a été soumise à un nouveau confinement en raison de la recrudescence des cas de Covid-19. La Première Ligue pourrait donc reporter le match ou le faire jouer sur terrain neutre, a appris Sky Sports. Une rencontre comptant pour la 33e journée du championnat anglais. En attendant, la 32e se poursuit ce soir avec le match Brighton-Manchester United prévu à 21h. 3 matchs de 33e journée se jouent en Espagne, dont la rencontre décisive pour le FC Barcelone qui reçoit l'Atlético Madrid à 22h. Une victoire des Blaugrana pourrait apaiser le vestiaire et maintenir Messi et compagnie en vie dans la Liga, dominée désormais par le Real Madrid avec 2 points d'avance. Mallorca-Celta Vigo se joue à 19h30. À 21h, Séville se déplace sur la pelouse de Leganés. En Italie, Torino 13e, Lazio Rome 2e s'affrontent à 19h30. Le leader du Calcio, la Juve, se rend à Genoa 17e, qui lutte pour la survie dans l'élite italienne. Transfert à présent, Jürgen Klopp assure que l'été sera calme du côté de Liverpool. Le technicien allemand évoque la crise liée au coronavirus. Il se dit satisfait de son groupe, même si l'on a constaté ces derniers jours son intention de faire venir Kalidou Koulibaly. Surtout que cette mauvaise nouvelle pour Matip devrait pousser Klopp à revoir son discours. En effet, le défenseur camerounais s'est blessé le 21 juin dernier contre Everton. Il est contraint de mettre un terme à sa saison. Kalidou Koulibaly peut-il donc espérer rejoindre Liverpool cet été? De toute façon, l'Angleterre ne le lâche pas. Manchester City serait en train de préparer une nouvelle offensive selon Goal France. Merci Abdou Diouf Junior. Accueillons à présent Binta Diallo pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Coronews. Le nouveau coronavirus poursuit sa progression en Afrique. De nouvelles contaminations, de nouveaux décès, mais également des guérisons. Le Sénégal a décidé de vivre totalement avec le virus. Toutes les restrictions ont été levées par le chef de l'État. Macky Sall dit compter désormais sur la responsabilité collective face à un virus qui prend tout son temps. En RD Congo, les frontières restent fermées. La capitale Kinshasa, isolée du reste du pays, l'Algérie ferme ses frontières jusqu'à la fin de la pandémie. Le pays de Tebboune fait face à une recrudescence des cas de contamination. L'Afrique du Sud demeure le pays le plus touché d'Afrique australe avec plus de 130 000 cas d'infection. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria ne s'en sort pas non plus avec près de 600 morts. Le Soudan, numéro 1 en matière de contamination à la COVID-19 en Afrique de l'Est. Le Cameroun, en Afrique centrale, enregistre près de 13 000 cas de coronavirus. L'Égypte est à près de 3 000 morts. Les Libériens, eux, contre leur décision de ne pas appliquer les règles sanitaires, Monrovia a alors décidé de renforcer le couvre-feu nocturne et de prolonger l'état d'urgence. Ce mardi 30 juin, le virus touche plus de 10 millions de personnes dans le monde. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contamination. C'est le cas en Allemagne, en Corée du Sud, en Chine et au Portugal. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé, près de 50 000 cas en 24 heures seulement. Le bilan s'alourdit également au Brésil et pourrait doubler d'ici le mois prochain. Et c'est dans ce contexte que le président Bolsonaro tente de relancer l'économie brésilienne. La Chine enregistre 19 nouvelles contaminations, près de 90 000 cas au total et près de 500 morts ce mardi. En Italie, le nombre de cas baisse. En Angleterre, le bilan est toujours élevé. L'Espagne a connu une remontée du nombre de cas de contamination. Pendant ce temps, l'Iran fait face à une accélération de la maladie. Au Mexique, l'épidémie progresse. La Corée du Sud lutte, mais contre une deuxième vague de contamination. L'épidémie toujours dans une tendance haussière en Inde, tout comme au Chili. Au Maroc, l'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 juillet prochain. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Retour au Sénégal, plus précisément dans le département de Mbour, où nous mène notre reportage hivernage du jour, Abdourahmane Diallo. Certes, il n'y a pas encore de pluie abondante dans le département de Mbour, n'empêche les agriculteurs ont démarré leurs activités. Mbaye Kama, un paysan. On a semé le mil dès les premières pluies, mais avec l'absence de l'eau, tout est abîmé. Donc on est obligé aussi de recommencer à zéro en espérant que cette fois-ci, il y aura des pluies qui vont permettre au mil de sortir de terre. Cet agriculteur habitant le village de Tahoum dans la commune de Malikunda cultive à peu près 2 hectares entre mil et arachide. Les semences ont été distribuées par l'État. L'engrais, on l'a toujours pas vu. Et on peut dire que cette année, le sac d'arachide, on l'a acheté à 17 500 francs. Même si j'avoue qu'avec cette pandémie, les gens ont du mal à trouver de l'argent. Mais pour ce qui est de l'engrais, il n'est pas encore disponible. Un autre agriculteur, son nom Ousmane Diop, il ne reçoit aucune aide venant de l'État, mais il a commencé à semer les graines. Les champs sont déjà prêts, le mil est déjà sous terre. On attend maintenant de bonnes pluies qui s'installent pour maintenant mettre l'arachide. Vous savez absolument que l'arachide demande par exemple une condition pluviométrique un peu particulière, surtout au début. Ces agriculteurs espèrent qu'il y aura une bonne pluviométrie cette année afin d'avoir une bonne saison agricole. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 30 juin 2020, lue et commentée par Georges Détié-Diop. Ça y est, les mesures d'exception rangées dans les tiroirs. Tous les journaux ou presque se font l'écho de la levée de l'état d'urgence. Le Soleil informe que Macky Sall décrète la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu. La mesure entre en vigueur aujourd'hui à 23h. Le chef de l'État l'a fait savoir hier à travers un discours à la nation dont toute la presse se fait l'écho. Le président Sall a annoncé la reprise des vols internationaux le 15 juillet. Quant aux frontières terrestres et maritimes, elles restent fermées. Les bars et dansing toujours interdit d'ouvrir. Le port du masque reste obligatoire. Le journal Le Quotidien, qui indique que Macky Sall normalise tout, souligne tout de même que le président a toutefois appelé les Sénégalais à rester vigilants et à respecter les gestes barrières. Ainsi, l'AS affirme que Macky met les Sénégalais devant leurs responsabilités. L'AS pour qui Macky déconfine le pays et le virus. Le chef de l'État, dont un des propos retient l'attention de la quasi-totalité des journaux. Nous ne pouvons pas laisser au virus la vie et la santé de notre économie. Résultat, enquête affirme que Macky déconfine l'économie. Vox Populi lui emboîte le pas. Selon le journal, Macky lâche le virus pour sauver l'économie. Pour les Échos, Macky refuse de laisser au virus la santé de notre économie. Le Témoin qui s'exclame « Bye bye état d'urgence, adieu couvre-feu » relève qu'il a aussi annoncé le recrutement de 1000 médecins et personnels ainsi qu'un ambitieux programme pour soutenir l'économie nationale. L'Observateur affirme à ce propos que le chef de l'État sonne la relance pour des raisons économiques. Le journal va d'ailleurs plus loin en affirmant que Macky Sall choisit l'économie à la santé des Sénégalais. Plus clairement, comme le confie Momar Thiam, docteur en communication et marketing politique, l'urgence économique a pris le pas sur l'urgence sanitaire. Mais l'économiste Ahmadou Bamba Diagne avertit: il va être difficile de résorber le retard si les bonnes stratégies ne sont pas mises en place. Il déclare dans l'Observateur que l'erreur qu'on a faite sur le plan de résilience ne doit pas se répéter pour le plan de relance. On n'avait pas pris en compte le secteur informel qui représente plus de 90% de l'activité économique. Le plan de relance, selon lui, échouera aussi si on ne prend pas en compte ce secteur. L'avis de l'épidémiologiste Massamba Diouf sur la levée des restrictions, elle va empirer la situation déjà effrayante. Il fait savoir dans l'Observateur que les choses iront de mal en pis. Le nombre de malades va augmenter ainsi que les cas graves et les décès. En tous les cas, Libération note que l'état d'urgence est levé au moment où les cas explosent. Le bilan est passé à 108 morts, dont 10 en 72 heures. Dakar dépasse la barre des 5000 cas recensés. Thiès enregistre 39 nouveaux malades en une seule journée. La distribution de l'aide alimentaire, le pire évité à Ndindi dans la commune de Touba. Selon Source A, des individus ont tenté d'incendier la maison du délégué de quartier dans la nuit du samedi au dimanche. La victime a révélé que ses visiteurs l'accusent de ne pas leur avoir remis leur part des denrées alimentaires. Retour à présent sur le rappel à Dieu du porte-parole de la Tariqa Tidiane. Le journal Les Échos met en exergue le message de condoléances de l'ancien président Abdoulaye Wade. Selon mon confrère, Wade a salué la mémoire d'un guide religieux ouvert, courageux et a invité sa famille à les considérer, Karim et lui,
comme des leurs. Pour terminer, ce reportage à lire dans le journal L'Observateur, un reportage sur le mousseau laboré, la nouvelle drogue sexuelle des femmes, un dangereux mélange de tabac, de yamba et de khémé. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Venons-en maintenant à notre rubrique Point de vue et nous essaierons de faire une évaluation des 100 jours qu'a duré l'état d'urgence assorti de couvre-feu dans le cadre de la riposte au Covid-19, ce au lendemain de la levée de cette mesure exceptionnelle par le président de la République. Nos deux invités du jour, le colonel Abdoul Aziz Ndaou, colonel de la gendarmerie sénégalaise à la retraite. Mon colonel, bonjour. Bonjour, M. Diène. Bonjour. Nous sommes également avec le professeur Massamba Mbakelo, expert en santé publique. Bonjour, professeur. Bonjour, M. Nian. Je reste avec vous après 3 mois de mesures restrictives plus ou moins strictes, en tout cas d'état d'urgence assorti de couvre-feu. Est-ce que vous pensez que cette mesure a été efficace pour ralentir la propagation de la pandémie, enfin de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal? Autrement dit, n'eût été cette mesure, est-ce que la situation aurait été différente dans un sens ou dans un autre, selon vous? Oui, absolument. Je pense que, quand même, il faut le reconnaître, que dès le début de cette pandémie, des mesures courageuses ont été prises, quand même. Et c'est ce qui a permis quand même de ralentir, parce que nous avons vu venir. Nous avons appris des autres pays qui ont eu le premier à recevoir le virus, et nous l'avons reçu en deuxième position. Ce qui fait que nous avions pris toutes les dispositions quand même, si vous vous rappelez très bien, avec la mise en place de la cellule veille et riposte, ce qui nous a permis de ralentir quand même la transmission du virus, surtout avec la fermeture des frontières, avec toutes les mesures qui ont été prises. Et des mesures très strictes. Mais au fur et au temps, effectivement, l'économie a joué son rôle avec des citoyens qui ont commencé à manifester, montrant qu'ils étaient en train d'étouffer sur le plan économique. Et comme tout État, l'État a pris la responsabilité d'essayer de marcher sur ces deux jambes, notamment l'économie et la santé. Et je pense que depuis, moi en tout cas, les mesures d'hier ne m'ont pas du tout surpris, parce que j'ai toujours dit que le virus était là, comme toutes les maladies. Quand une maladie est dans un pays, pour ce virus-ci, c'est parce qu'on ne le maîtrise pas, que pendant 3 mois, on a essayé de contenir le virus, on a essayé de rompre la chaîne de transmission, mais on a toujours dit qu'il faut se préparer, qu'il faut, dans un temps relativement peut-être court, de vivre avec le virus. C'est à cette situation qu'on est arrivé aujourd'hui. Très bien, nous reviendrons sur justement cette situation épidémiologique avec évidemment les effets économiques et sociaux avec vous tout à l'heure, professeur. Mais en attendant, mon colonel Abdoulaziz Ndaou, quel est le bilan qu'on peut tirer au plan sécuritaire en particulier, puisque c'est votre spécialité de ces 3 mois? On a beaucoup parlé de l'utilisation de la tension, en tout cas, dans l'utilisation des ressources des forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous pensez que les FDS poussent enfin un ouf de soulagement après la levée de ces restrictions? Bon, je ne pense pas qu'il s'agisse de ouf de soulagement pour les forces de l'ordre. Je pense que dès le départ, l'état d'urgence, comme le couvre-feu, avait un but précis, qui était d'alerter le peuple sénégalais, la nation sénégalaise, les Sénégalais sur la pandémie. Je pense qu'à ce niveau quand même, les gens, tout le monde a été conscient qu'il y a un problème assez grave qui se pose et qui se passe. Donc je pense que le but premier, c'était ça. Le couvre-feu, l'état d'urgence, c'était ça le but. Et heureusement, les forces de l'ordre, gendarmerie, police et armée, ont pu répondre aux attentes du gouvernement et mettre en place des dispositifs adéquats pour que cette conscience citoyenne se mette en place. J'ajouterai et coordonner. On a vu comment les 3 forces ont opéré en coordination sur le terrain. Pour vous, c'est un motif de satisfaction? Voilà, c'est un motif de satisfaction. Il faut se rappeler aussi que
quand même prendre en compte que durant le mois de Ramadan, des pères de famille, policiers, gendarmes, militaires, étaient là sur la rue le temps que ça se passe, que les autres puissent quand même faire ce qu'il fallait. Mais eux, ils étaient là, ils ont toujours répondu présent. Il n'y a jamais eu de relâchement. La seule chose que je déplore, c'est l'histoire que dont la presse a parlé, l'histoire de primes. Ouais, ça, bon, autant que pour les médecins, les infirmiers, tout ça, autant, je pense personnellement que ces forces aussi méritaient des primes. Des chiffres dérisoires ont été avancés dans la presse, effectivement. Voilà, des chiffres dérisoires ont été avancés, tout ça. Mais il faut considérer que l'état d'urgence, le couvre-feu, les forces de l'ordre ne sont plus dans leur état normal. Ça demande beaucoup plus de mobilisation, ça demande beaucoup plus de temps de travail. Donc, il y a des moments où il faut aussi répondre à leurs attentes. Mon colonel, sur un aspect particulier, c'est-à-dire, on attendait beaucoup les forces de l'ordre, notamment la police, dans l'application des mesures barrières, notamment le port de masque, qui est obligatoire dans les administrations, dans les services privés et dans les lieux publics. Or, on constate que le port de masque n'est pas effectif la plupart du temps. Est-ce que c'est un bilan satisfaisant aussi? Qu'est-ce que vous préconisez au sortir de cette période restrictive pour que cette mesure qui reste d'application soit quand même respectée? Oui, on retrouve le temps normal. Les policiers sur les routes, les gendarmes sur les routes vont continuer à exercer ce que l'État a prévu. Ceux qui ne porteront pas des masques et consorts, mais auront à payer des contraventions. Bon, maintenant, je pense que il y a plus un problème de conscience. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut qu'alerter, alerter. Et je pense que ces alertes n'ont pas posé de problème. Maintenant, il faut que les Sénégalais aussi s'autodisciplinent. Ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui disciplineront les gens. Il faut que les gens eux-mêmes prennent conscience qu'il y a des problèmes, que les gestes barrières sont indispensables et qu'ils le fassent. Maintenant, la police, la gendarmerie continueront, même dans le temps normal là, je pense à employer encore plus de force pour quand même permettre aux gens de faire appliquer ces gestes barrières. Très bien. L'état d'urgence est terminé en tant que tel, le président de la République l'a décidé, mais la mission de protection des personnes et des biens de la police et de la gendarmerie ne va pas s'arrêter. Exactement. Les autorités de police et de gendarmerie, aussi conscientes, mettront les moyens nécessaires pour aider à cette conscientisation. Très bien. Merci, colonel Abdelaziz Ndao, colonel de la gendarmerie sénégalaise à la retraite. Professeur Massamba Mbakelo, pour terminer, je rappelle que vous êtes expert en santé publique. C'est un exercice d'évaluation rapide et sommaire, mais le colonel Abdelaziz Ndao nous invite à nous projeter dans l'avenir. Or, l'avenir, c'est qu'au lendemain de cette levée des mesures de restriction, on a vu aujourd'hui le point du jour de la situation épidémiologique avec 95 nouveaux cas et 4 décès. On vous a bien entendu, la mesure restrictive a été prise à temps et elle a été levée à temps hier en raison des conséquences économiques et sociales des dites mesures. Comment voyez-vous l'avenir par rapport à la situation épidémiologique? Comment va-t-on vivre avec ces virus qui continuent à faire des cas et surtout qui continuent à faire des morts? Alors, je voudrais d'abord, Clément, si vous le permettez, allez-y, professeur. Corriger un tout petit peu, c'est Cheikh Mohamedou Mbakelo. Ah, pardon, Cheikh Mohamedou Mbakelo. Cheikh Mohamedou Mbakelo. Très bien. Voilà, mais autant pour nous. Je voudrais vous dire que le Sénégal n'est pas une exception dans le monde. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une suite logique et ça appelle la responsabilité individuelle et collective. La maladie, à un certain moment, a été prise en charge au niveau des médecins qui le prenaient normalement. Je pense que la situation est toujours sous contrôle. Mais aujourd'hui, la maladie est au niveau communautaire et ça appelle une réponse communautaire. Je pense que le chef de l'État, dans son adresse, a effectivement demandé la sensibilisation des chefs religieux, mais également des relais communautaires. Et je voudrais dire qu'il est important parce que la privation il nous faut
nous priver de certaines habitudes et de certaines de nos libertés. Ça, c'est un appel à la population sénégalaise. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous vivions avant. Avant, il n'y avait pas un virus en présence. Mais nous avons aujourd'hui un virus en présence qui peut jouer négativement sur notre système sanitaire, mais qui peut aussi jouer négativement sur notre économie. Donc chacun doit prendre sa responsabilité et respecter les mesures barrières qui ont été créées, notamment le port de masque, qui est relativement très simple, porter un masque. Et je pense que la plupart des temps, certains de nos compatriotes ont adopté un relâchement qui ne s'explique pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous l'avez bien dit, nous avons parfois plus de cas positifs, mais également plus de morts. Parce que lorsque nous mettons en place ces mesures barrières, notamment porter le masque, laver les mains et la distanciation sociale, ça nous permet de préserver non seulement nos personnes âgées dans nos maisons, ça nous permet de préserver nos parents qui sont malades et ça nous permet de préserver notre système de santé pour que quand même que ce système de santé puisse souffler et puisse prendre en charge les autres maladies. Merci. Qui sont à présent. Et je pense que nous allons vers l'hivernage où nous allons aboutir avec beaucoup d'autres maladies qu'il faudra prendre en charge. Notamment le paludisme. Donc, il faut faire un appel à l'encontre des populations pour leur demander vraiment d'être à l'écoute des autorités sanitaires pour le respect de ces barrières, de ces mesures barrières. Merci professeur, merci et toutes nos excuses pour la méprise sur votre nom. Je rappelle que vous êtes le professeur Cheikh Mouhamadou Mbakelo, expert en santé publique. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans notre édition en Wolof à 12h. Et bientôt 49 minutes, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a aidé à vous la présenter. Retrouvez Pop Ngagne Ndiaye à 13h pour la principale édition de la mi-journée en Wolof.